Oui, bonjour, merci de votre présence. Je vais commencer par dire tout le plaisir que j'ai à être dans cette séance des universités populaires de l'IREMO, qui fait un gros travail de diffusion des résultats de la recherche, complémentaire des activités de l'ISM, l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman que je dirige. Et j'en profite donc de mon intervention pour attirer votre attention sur le cycle de conférences qu'on organise une fois par mois, le premier mardi du mois, parce que, exceptionnellement, pour le mois de novembre, le premier mardi tombait un 1er novembre, donc férié. Donc la prochaine conférence aura lieu le mardi 8 février, donc mardi prochain. Le thème des conférences de l'ISM cette année est Islam en minorité, minorité en islam. Et la deuxième séance porte sur le chiisme, avec deux intervenants, Michel Boivin et Mathieu Terrier, qui sont tous deux chercheurs au CNRS. C'est à 18h30 jusqu'à 20h30, 105 boulevard Raspail, et vous trouverez toutes les données sur le site internet que je vous ai indiqué sur le PowerPoint, sur le diaporama. Je vais parler aujourd'hui donc des conquêtes arabes avant l'Empire ottoman, donc la grande phase de conquête, et j'appuierai mon exposé sur un diaporama, enfin une animation que j'avais faite il y a quelques années pour l'Encyclopédie Universalis. Et donc je vous présenterai cette animation sous forme d'un diaporama. Et ensuite, je commenterai et j'essaierai de voir les problèmes que pose cette représentation figurée, cartographique de la conquête. Alors, avant toute chose, voilà. Comme je suis d'autant plus content, je vous disais, d'intervenir. J'étais déjà intervenu l'année dernière sur les empires berbères. Là, c'est sur les conquêtes arabes. Je suis un peu moins spécialiste des conquêtes arabes que des empires berbères. Mais donc, je vous ai mis quelques titres et quelques références bibliographiques en français principalement. En particulier le manuel Nouvelle Clio de Thierry Bianchi, dirigé par Thierry Bianchi, Pierre Guichard et Mathieu Tillet, sur les débuts du monde musulman 7e, 11e siècle, qui a pris la relève du Nouvelle Clio, rédigé dans les années 70 par Mantran, qui était un spécialiste de l'Empire ottoman et qui avait fait le Nouvelle Clio sur les débuts de l'islam. Pendant 40 ans, tous les étudiants avaient lu l'expansion musulmane de Mantran. Et enfin, cet ouvrage, et c'est assez révélateur de l'état des études islamiques en France, a été renouvelé très récemment, donc en 2012. C'est un ouvrage collectif à la différence de l'ouvrage dirigé par Robert Mantran. Ensuite, Michael Bonner, Le Djihad, dans la collection Terraèdre, aussi, qui est un ouvrage de référence et un article de Fred Donner. Alors, je passe tout de suite à l'animation cartographique et à ces conquêtes arabes. Vous savez qu'elles ne font pas débat. Enfin, j'attirerai votre attention sur un certain nombre de débats historiographiques à propos de ces conquêtes et de leur sens. Je mets un pour contrôler le temps. Font l'objet d'un certain nombre de débats sur lesquels je reviendrai. Et puis j'attirerai votre attention aussi sur un certain nombre de traits majeurs et j'essaierai de les expliquer dans la mesure du possible, dans la mesure où les historiens ont des explications. En particulier, je tiens à vous rappeler que cette conquête, la première conquête dont je vais surtout parler, cette conquête a lieu au 7e, 8e siècle et qu'on a très peu de sources de l'époque. Et donc, il est assez difficile de savoir exactement comment, pourquoi et comment elle a réussi à se faire et pourquoi. Alors, d'abord, une carte de la situation de géopolitique, on va dire, de la péninsule arabique au tout début de l'islam, avec la présence, donc une péninsule arabique qui est enfermée apparemment par deux empires puissants, qui sont l'empire sassanide à l'est et l'empire byzantin à l'ouest. Ces deux empires, depuis le VIe siècle, se livrent à des guerres incessantes et s'épuisent dans ces batailles qui sont représentées par des petits symboles sur une zone frontalière. Cette zone frontalière présente une caractéristique majeure qui va permettre de comprendre l'expansion musulmane, c'est que ces zones frontalières, en particulier au sud, sont habitées par des Arabes déjà, en particulier des Rassanides, ce qu'on appelle les Rassanides, à la frontière de la Syrie et de l'Empire byzantin.
qui sont christianisés, et les Lahmides, qui sont aux frontières de l'Empire sassanide. Et ces tribus clientes ou vassales des deux empires joueront un rôle important, évidemment, dans la conquête. L'autre élément qu'il faut préciser par rapport à cette carte, c'est que ces puissances byzantines et sassanides ne sont pas des étrangers à la péninsule arabique. Et dès le VIe siècle, elles interviennent dans la politique intérieure de la péninsule arabique. Et en particulier, elles ont, dans le Hadramaut, au Yémen, en Arabie du Sud, elles interviennent militairement, financièrement, pour soutenir tel ou tel prétendant. Et se livre aussi un conflit d'influence au sein de la péninsule arabique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mondes étrangers les uns aux autres que ceux des tribus arabes de la péninsule arabique, des empires sassanides et des empires byzantins. Ce sont des mondes interpénétrés. La carte suivante, si j'arrive à la faire passer, indique juste l'apparition donc de l'islam à la Mecque, avec le début de la prédication du prophète Mohammed à partir de 610, l'hégire en 622, puis le retour à la Mecque à la fin des années 620, 629, 629, 630, et puis jusqu'à la mort du prophète en 632. Et évidemment, on a une première tache verte, pour des raisons de visualisation, qui apparaît autour de Médine et de la Mecque et qui renvoie à l'islamisation des tribus arabes de la région. Durant la vie du prophète, il y a très peu d'expansion. C'est plutôt des conflits internes. Le prophète s'est battu pendant une dizaine d'années, de 622 à 632, pour imposer son autorité sur les tribus arabes. Et même lors du règne de son premier successeur, qui est Abou Bakr, et qui règne de 632 à 634, l'expansion ne commence pas. En fait, Abou Bakr, l'action militaire principale pour laquelle on se rappelle de lui dans la tradition musulmane, c'est qu'il a combattu la Ridda. La Ridda, c'est l'apostasie des tribus qui avaient prêté un serment d'allégeance au prophète Mohammed et qui, une fois le prophète mort, considèrent que ce serment d'allégeance n'est plus en vigueur et qui renoncent donc à payer les impôts qu'ils avaient coutume de payer sous le prophète. Et donc Abou Bakr, alors ces tribus qui en fait n'apostasient pas, c'est juste qu'elles renoncent à leur allégeance politique au chef charismatique qui était Mohammed, mais ces tribus sont caractérisées dans les sources arabes les plus anciennes comme étant des tribus apostates, et cette guerre d'Abou Bakr contre ces tribus est qualifiée comme une guerre pour les ramener à résipiscence et les faire revenir dans le giron de l'islam. Donc de 632 à 634, on a une lutte interne à la péninsule arabique. Et ce n'est que sous le règne de Omar, donc le successeur d'Abou Bakr, en 634, il règne 10 ans, Omar, Ibn al-Khattab, de 634 à 644, que commence l'expansion arabo-musulmane. Et je reviendrai sur la question arabe, je reviendrai sur tous les éléments du titre que j'ai donné à cette conférence sur les conquêtes arabes. C'est la première conquête hors de la péninsule arabique dans deux directions. D'une part, le sud de l'Irak, et donc les frontières de l'Empire sassanide, et d'autre part, le sud de l'Empire byzantin et la Syrie, la Palestine et la Syrie. En 635 et 636, Damas est conquise, Jérusalem en 638. Il y a une très grande bataille à Yarmouk. Yarmouk, c'est représenté là aussi avec un petit symbole sur cette carte, contre l'Empire byzantin et contre les troupes d'Héraclius en 636, dirigé par un très grand général qui s'est rallié assez tardivement au prophète Mohammed, qui est Khalid ibn al-Walid, et qui va jouer un rôle très important dans
dans ses premières conquêtes arabes, Khalid ibn al-Walid était appelé le sabre dégainé de Dieu, Saïf Allah el-Masloul, et il aurait été appelé comme ça par le prophète Mohammed, selon la tradition. On est là à l'époque du calife Omar, donc à la fin des années 30. Et donc je poursuis. Toujours sous le calife Omar, on a une première phase d'expansion vers l'Égypte, qui attire énormément les Arabes parce que c'est une grande terre céréalière. Et en 640, Alexandrie est conquise. Foustat est fondée par le grand général qui s'occupe de cette conquête, qui est Amr ibn al-As, qui est un des deux autres grands généraux de la conquête, des premières conquêtes arabo-musulmanes. Et dans le même temps, les deux camps de Koufa et de Basra, au sud de l'Irak, sont fondés. Alors, tant Foustat que Koufa et Basra sont des camps militaires. Donc, ils sont destinés à accueillir les troupes qui conquièrent le pays. Alors, il y a eu une thèse faite sur Koufa, des fouilles archéologiques sur Foustat. Donc, en général, ces camps ressemblent aux camps, aux garnisons byzantines. Ce sont des plans quadrangulaires, qui sont des villes quadrangulaires qui sont construites, et puis un découpage en damier à l'intérieur avec une mosquée et le palais du chef militaire, du gouverneur du camp et de la province. Sous le règne fin du règne de Omar et début du règne de Osman, on a des extensions supplémentaires vers le Fars. La capitale de l'Empire sassanide, Ctésiphon, est tombée sous la règne d'Omar. Et on a donc une extension progressive, je suis allé un peu vite peut-être, toujours, oui, vers le Kirman aussi. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Et enfin, voilà. On est vers la Tripolitaine, donc une expansion aussi occidentale sous le règne de Osman. Donc voilà la situation en gros à la fin des années 650. Et là, la conquête fait une première pause liée au conflit qui oppose Osman et Ali et à la guerre civile qui commence à déchirer la jeune communauté ou le jeune État ou proto-État médinois entre les chiites, partisans de la succession de la direction de la communauté aux descendants du prophète, donc à Ali et à ses descendants, et les autres, celui qui arrive à s'imposer, c'est-à-dire Osman. Donc pendant une vingtaine d'années, on assiste à une pause dans l'expansion militaire arabo-musulmane. Et il faut attendre le début du règne de la dynastie des Omeyyades en 661 pour que l'expansion reprenne, essentiellement vers l'Occident. Donc après la Tripolitaine, on a une expansion assez rapide le long du littoral méditerranéen au sud vers Kérouan, qui est conquise en 670, et puis le nord du Maroc. Et à partir du début du 8e siècle, une expansion vers la péninsule ibérique, avec le passage des troupes de Tariq ibn Ziyad, la conquête de Tolède, et en quelques années, 8 ans, la conquête de la presque totalité de la péninsule ibérique. En 719, la conquête de Narbonne. Et une expansion vers l'Orient en même temps, qui débouche donc sur la conquête de la Moudaria,
on arrive jusqu'aux limites de l'Inde et du Gange. Et enfin, dernière diapositive ou dernière illustration, celle de la situation du monde musulman en 751. Il y a à la fin de la dynastie omeyyade, je dis c'est 750 la fin de la dynastie omeyyade, mais en 751 il y a une très grande bataille aux frontières de la Chine, qui est la bataille de Talas, qui est une victoire des troupes abbassides cette fois, puisque la dynastie abbasside a remplacé les Omeyyades en 750, et qui est une bataille très importante, mais qui marque un point d'orgue, un point d'arrêt de cette première conquête arabe. Alors, on a là une carte du domaine relevant de l'islam au milieu du 8e siècle, donc en à peu près un siècle, le territoire qui va de la péninsule ibérique jusqu'aux frontières de la Chine en Orient. Alors, je vais faire un certain nombre de commentaires sur cette carte, sur ce qu'elle nous montre, ce qu'elle nous indique, sur ce qu'elle nous montre pas, et sur ce qu'elle pourrait nous conduire à penser et qui est faux. Alors, d'abord, sur la rapidité de la conquête et sur le fait que ce soit des conquêtes arabes. Jusqu'au début du 8e siècle, donc, ce sont des troupes arabes, en effet, qui interviennent dans les différentes provinces limitrophes et qui s'emparent du Maghreb. Et à partir du début du 8e siècle, les Omeyyades chargent d'autres peuples des activités militaires. Donc l'élite dirigeante reste arabe. En revanche, les troupes sont persanes en Orient, berbères en Occident. Et en particulier, pour la conquête de la péninsule ibérique, qui va prendre le nom d'El-Andalus, les sources s'accordent pour dire que les troupes qui ont envahi la péninsule ibérique étaient de 1000 Arabes et 12 000 Berbères, sous la direction de Tarek ibn Ziyad. C'est dire que l'immense majorité des troupes qui ont envahi la péninsule ibérique étaient surtout berbères. Et cela joue un rôle très important, et j'y reviendrai, tant sur la conformation ou la formation de l'idéologie du djihad que sur les rapports de force au sein de l'armée et au sein de l'Empire entre les Arabes et les non-Arabes. Alors, première remarque, c'est que très rapidement, en quelques décennies, le territoire contrôlé par les souverains de Damas est un territoire qui est plus non-arabe qu'arabe. Donc l'immense majorité de cet empire n'est pas arabe. L'immense majorité de l'empire, par rapport à ce que montre cette carte, n'est pas musulmane. Et les seuls musulmans, pratiquement, qu'on trouve dans ce premier empire se trouvent dans les camps militaires qu'on appelle les Misr ou Amsar, de Kérouan, Foustat, Koufa, Basra, où se trouvent donc ces troupes militaires. L'autre erreur que cette carte pourrait nous faire croire, c'est justement qu'il y ait une islamisation rapide de ce territoire. En fait, on a juste une direction politique qui est arabe et musulmane. En revanche, la population est très peu concernée par la modification. Enfin, elle est concernée, je vais vous dire pourquoi, mais elle n'est pas islamisée rapidement ni arabisée. C'est d'ailleurs une des raisons dans les... Donc, je reviendrai. L'autre élément, c'est sur la rapidité. Cette conquête, un siècle, est assez rapide, mais par exemple, les conquêtes d'Alexandre le Grand ont été beaucoup plus rapides. En 10 ans, Alexandre le Grand va jusqu'aux frontières de l'Inde. C'est une conquête qui est beaucoup plus rapide que celle de l'islam. Si je prends évidemment l'exemple d'Alexandre le Grand, c'est qu'il joue un rôle très important dans la tradition musulmane. Il est cité dans le Coran et il est abondamment cité dans les traditions et dans la littérature des débuts de l'islam comme étant le premier qui a uni l'Orient et l'Occident. La limite entre l'Orient et l'Occident passant justement à peu près en Égypte à l'époque. Et donc l'Orient, c'est l'Inde, et l'Occident, c'est la Grèce.
Les musulmans poursuivent cette œuvre, ont la sensation de poursuivre cette œuvre d'Alexandre le Grand en unifiant l'Orient et l'Occident. Et l'Occident va jusqu'à la péninsule ibérique à leur époque. Alors il y a un certain nombre de questions qui se sont posées. C'est comment une conquête, même si elle n'est pas excessivement rapide, cette conquête arabe a pu se faire avec des effectifs aussi réduits. Je vous ai dit 1000 Arabes, 12 000 Berbères pour conquérir la péninsule ibérique en 8 ans. En 8 ans, la péninsule ibérique tombe. Et je vais essayer de vous faire part maintenant des différents débats et des différentes hypothèses. D'une part, il faut comprendre que les Arabes ne sont pas, encore une fois, je vous l'ai dit à propos de la carte initiale où on voyait les deux empires, les Arabes ne sont pas cloisonnés dans la péninsule arabique au début du VIe siècle et au VIIe siècle. Ce sont des commerçants qui connaissent déjà la Méditerranée, qui ont déjà emprunté les voies de la Méditerranée. On peut citer les sites de Pétra ou de Palmyre, qui sont des villes qui sont des grandes cités commerciales que connaissent très bien les Arabes. Ils connaissent aussi l'océan Indien. Et donc, les voies qu'ils ont empruntées sont des voies qu'ils connaissent déjà depuis longtemps. Donc ils sont familiers. Et une des hypothèses, d'ailleurs, d'une historiographie anglo-saxonne, essentiellement, c'est que cette guerre de conquête est liée au milieu marchand de la Mecque, qui a besoin de s'ouvrir de nouveaux territoires et qui pousse à la conquête de la Méditerranée d'un côté, de l'Orient de l'autre. Ensuite, il y a des raisons démographiques. Puisque le désert, donc, est un endroit qui est le désert et la steppe d'Arabie est un endroit qui est relativement peu peuplé, et justement, comme il est peu peuplé, il est paradoxalement le foyer d'une émigration importante. Les productions sont faibles, les productions vivrières, céréalières, les troupeaux. Et donc, du coup, il suffit d'une dizaine d'années ou d'une vingtaine d'années avec des pluies un peu plus abondantes que d'habitude pour que la population croisse. Et dès que le système des pluies diminue, les productions diminuent. Et là, on a un surplus de population. Et il semble bien que l'on soit au moment de l'expansion, donc au milieu du 7e siècle, dans une phase où la péninsule arabique a un surcroît démographique important. Et les dirigeants exportent cette population en surplus. Par ailleurs, le prophète, alors bon, les sources musulmanes nous disent que c'est l'enthousiasme, que d'une part ces victoires sont le signe de l'élection divine, et d'ailleurs les sources byzantines voient leur propre défaite comme un châtiment divin. Donc on a un double discours qui se construit chez les Byzantins et chez les musulmans à propos de ces conflits. Donc la tradition musulmane enregistre cela comme le signe de l'élection divine, mais il semble bien aussi qu'il y ait des considérations politiques. On a vu qu'après la mort du prophète, les tribus arabes, un certain nombre de tribus arabes ont décidé de reprendre leur indépendance, et Abou Bakr a dû mener une guerre pour les soumettre. Et Omar se rend compte que, vu le dynamisme de ces tribus arabes, la manière la plus pratique, mais c'est quelque chose que l'Occident latin a connu aussi au moment des croisades, pour les contrôler, c'est de les envoyer se battre hors des frontières. Et donc, du même coup, on reporte la guerre à l'extérieur des frontières de la péninsule arabique et on pacifie l'intérieur de la péninsule arabique. Cette pacification, on pourrait y revenir. Il y a tellement de troubles et de révoltes durant la dynastie, sous la dynastie du califat omeyyade, qu'on peut douter Médine en particulier, la ville de Médine est le centre d'une grande révolte à la fin du 7e siècle, avec un anti-calife qui a des prétentions aussi contre les califes omeyyades. La Mecque est bombardée, enfin il y a des catapultes, la pierre noire est cassée, la Kaaba est cassée par un gouverneur omeyyade. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une pacification totale, mais au moment, en tout cas, sous les premiers califes, il y a la volonté d'envoyer ces tribus arabes très dynamiques à l'extérieur de la péninsule. D'autre part, Fred Donner, dans l'article que je vous montrais, il y a
des interprétations. Alors, il y a deux interprétations différentes de cette conquête. L'une que l'on trouve dans le Nouvel Clio dont je vous ai parlé, qui est qu'elle a été relativement empirique. C'est-à-dire que, bon, on s'étend, ça marche, et on va toujours un peu plus loin. Et Fred Donner conteste un petit peu cette vision sur le caractère accidentel de l'expansion musulmane, et il y voit plus quelque chose qui a été vraiment pensé. En particulier, il s'interroge sur l'organisation armée au cours des premières décennies de l'islam, et en comparant avec ce qui se passe à la période pré-islamique. Période pré-islamique, les tribus s'alliaient régulièrement pour des missions temporaires. Donc, une alliance temporaire pour un but, le butin. En général, on allait piller une tribu voisine ou une confédération tribale voisine. Et une fois qu'on avait mené cette expédition de pillage, les tribus repartaient et reprenaient leur indépendance, comme la Rida le révèle, c'est-à-dire, une fois qu'on a fait une mission temporaire, on interrompt. Or, en fait, ce que met en place le prophète Mohammed, c'est une mission qui n'est plus temporaire, mais qui est sans fin, qui est celle de l'expansion et de l'enrichissement par le butin et par la conquête. Alors, il se trouve qu'à l'époque du prophète, cette mission est très localisée. À partir de Omar, il y a la reprise de cette mission qui transcende les clivages tribaux et une organisation militaire qui permet aux Arabes d'affronter des armées professionnelles et aguerries, puisque les armées des empires byzantins, alors pour le coup, les armées byzantines et les armées sassanides étaient des armées lourdes, cuirassées, qui avaient une grande expérience de la guerre, et pourtant, ces tribus arabes coalisées en viennent à bout pour différentes raisons, en particulier l'épuisement, la crise économique, et alors là on passe à des raisons matérielles qui permettent de comprendre cette croissance, cette expansion arabo-musulmane. C'est que, et pour le coup on a des traces archéologiques, c'est depuis le VIe siècle, la Méditerranée est en crise. Et donc on a, en particulier dans les villes du pourtour de la Méditerranée, on a des enceintes qui étaient habitées. Et au VIe siècle, on voit une rétractation des lieux d'habitation au sein de ces villes. Et donc une seule partie de la ville est habitée à la fin du VIe siècle. Et les morts sont enterrés à l'intérieur des enceintes. Et donc on voit bien qu'il y a une rétraction du tissu urbain et une crise démographique assez grande, à un moment où justement la péninsule arabique est exportatrice démographiquement. Donc il y a d'une part un dynamisme particulier de la péninsule arabique et de l'autre une crise des différentes régions qui sont envahies. L'autre élément qui est frappant, c'est que, on a vu que Narbonne a été conquise pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Et puis vous avez peut-être vu cet été ou l'été dernier des fouilles à Nîmes où on a trouvé des tombes musulmanes dans des fouilles archéologiques. Donc il y a eu une implantation durable. D'ailleurs, il y a un certain nombre de chercheurs aussi qui travaillent sur les plombs. On a trouvé énormément de plomb dans la région de Perpignan, des seaux qui servaient à fermer les sacs d'or pour le salaire des combattants. Donc, et on en a trouvé des centaines. Hein. Donc, il y a dans cette conquête une dimension économique, et je vais y revenir sur ce qui se met en place dans cet empire et les conséquences de cette expansion. Mais c'est pour dire que ce qui est frappant, c'est que malgré quelques reculs, en particulier dans la péninsule ibérique, mais au bout de 7 siècles, toute cette zone est restée sous domination de pouvoirs musulmans depuis le 7e siècle. C'est-à-dire qu'il y a eu une conquête très rapide, et en fait, elle dure. Alors, je reviendrai parce que j'avais fait une autre carte, pour essayer de comprendre pourquoi. Là, ça s'est implanté durablement, pas dans la péninsule ibérique, pas dans le sud de la Gaule, mais dans ces régions-là. Alors, les conséquences de cette expansion, et c'est un des autres éléments, alors donc vous voyez du vert partout, laissant entendre que tout est islamisé ou arabisé. Il se trouve qu'à la fin du 7e siècle, on a, là encore une fois,
c'est un petit excursus, une petite digression. Il y a des terrains de fouilles pour les archéologues qui se ferment en raison des crises, la Libye, la Syrie, bon. Mais il y a des terrains qui s'ouvrent, en particulier l'Arabie Saoudite. Et donc les fouilles archéologiques en Arabie Saoudite se développent énormément et le régime saoudien soutient ces missions françaises, y compris pour la période pré-islamique. Et il se trouve qu'il y a au nord-est de l'Arabie Saoudite des fouilles et on a découvert de très belles églises paléochrétiennes du 7e siècle, construites au 7e siècle. Or, il se trouve que dans la tradition musulmane, la péninsule arabique, à la fin du 7e siècle, donc sous les Omeyyades, est complètement islamisée. Et arabisé, ça va, mais islamisé, ça ne va pas, puisque ces communautés, qui sont des communautés de commerçants, vivent une période d'apogée à ce moment-là, avec des constructions qui sont fastueuses de très belles basiliques donc paléochrétiennes. Et cela pose un autre problème, parce que le droit musulman dit théoriquement, et je vais revenir sur la gestion des minorités, dit théoriquement que les chrétiens et les juifs ont le droit de rester en terre d'islam, mais qu'ils n'ont pas le droit de construire ou de nouvelles synagogues ou de nouvelles églises. Or, on a là des témoignages de construction d'églises sous domaine musulman. On pourrait rajouter cela pour d'autres communautés, en particulier Kérouan. Kérouan est une ville-camp. Bagdad aussi est une ville de fondation. Bagdad en 750, Kérouan en 670. Ce sont des villes donc où la première ville qui est fondée est une ville qui est destinée aux combattants arabes et musulmans. Alors bon, l'occupation du Maghreb a été un peu difficile, donc Kérouan a été perdu, récupéré, mais en gros à la fin du 7e siècle, Kérouan est une ville dépendant des califats orientaux. Il se trouve qu'au 9e et 10e siècle, tant à Kérouan qu'à Bagdad, on a de très grandes écoles juives et une pensée juive qui s'est développée avec des synagogues. Il se trouve que si Kérouan et Bagdad sont des villes de fondation, il a bien fallu construire des synagogues dans ces villes après la fondation de la ville musulmane. C'est-à-dire qu'on a un droit théorique et de gestion des communautés non musulmanes, et puis on a une pratique qui est différente. J'y reviendrai. Donc un immense empire dont, je vous dis, toute la population n'est pas islamisée ni même arabisée, ou même la majorité de la population n'est pas musulmane. Des études qui sont encore à l'état, qui peuvent être améliorées, estime qu'il faut attendre le Xe siècle en Égypte pour que la majorité de la population soit musulmane. Dans la péninsule ibérique, il faut attendre aussi le début du Xe siècle. Donc pendant plusieurs décennies, plusieurs siècles, c'est un gouvernement de minorité qui s'exerce. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des crises, une crise économique. Il y a aussi, et c'est peut-être lié aussi à la crise économique, des tensions très grandes dans les sociétés qui sont conquises par les Arabes, en particulier des crises religieuses. L'Empire byzantin tente d'imposer le dogme chalcédonien, sur les chrétiens monophysites d'Égypte, et il y a des persécutions de juifs aussi dans la péninsule ibérique par les rois wisigoths, et les musulmans, quand ils arrivent, pour eux, qu'on soit monophysites ou chalcédoniens, y compris zoroastriens, manichéens, importent finalement peu, et tout ce beau monde, c'est-à-dire toutes les minorités, tous les non-musulmans reçoivent le même statut qui est le statut de dhimmi. Là encore une fois, on pourrait rappeler que ce statut de dhimmi, donc de tributaire protégé, est un statut un peu particulier qui ne s'applique théoriquement qu'aux gens du livre, donc aux chrétiens et aux juifs, à ceux qui ont eu un accès à la révélation divine et donc qui sont monothéistes. En fait, c'est un statut qui a été appliqué à des non-monothéistes, aussi en Inde en particulier. Pendant 5 siècles, c'est le statut de la dhimmi qui a été appliqué aux hindous qui n'ont pas grand-chose de monothéistes. Là, encore une fois, c'est pour vous montrer l'écart entre la théorie du droit et la pratique du droit dans cet empire.
Cela renvoie à la question de l'unité. Est-ce qu'il y a une unité à laquelle pourrait faire renvoyer cette couleur verte uniforme? Il y a très peu d'unités et je vous rappelle que donc, cette carte, c'est 750. En 750, le papier n'a pas encore été, c'est pas encore développé dans cet empire. Le Coran, la version définitive du Coran n'est pas établie. Les ouvrages de la tradition ne sont pas fixés. Les ouvrages sur lesquels s'appuie le droit musulman depuis maintenant une dizaine de siècles, qui sont les corpus des traditions, donc des propos rapportés au prophète Mohammed, les hadiths, datent du 8e et 9e siècle. Or, là, nous avons des gouverneurs, des chefs qui sont envoyés dans les provinces et qui ont peut-être ou pas une version coranique. Et encore, il n'y a pas, je vous ai dit, une version unique en circulation. Il y a des prétendants qui revendiquent des versions alternatives du Coran. D'autre part, ils n'ont pas les recueils dits. La tradition du prophète n'est pas encore établie. Elle est établie de manière orale, ou elle est en train de s'établir. Ce qui fait que, et c'est pour cette raison d'ailleurs que ces corpus de textes de tradition sont établis, les gouverneurs inventent souvent ou des nouvelles traditions et disent oui, je tiens d'un tel, qui tient d'un tel, qui tient d'un tel, que Mohammed a dit telle ou telle chose dans telle circonstance, et donc je prends telle décision, et c'est pour ça que je prends telle décision. Donc on est dans une phase où le pouvoir territorial se construit en même temps que les instruments pour gérer l'empire. Il n'y a pas une antériorité du droit, d'un droit qui aurait été élaboré en Arabie ou dès l'époque du prophète et qui serait appliqué avec des variantes régionales. Il y a en fait une élaboration dans l'expansion du corpus de textes fondateur de l'islam et du corpus juridique qui va permettre de gérer cet ensemble immense de la péninsule ibérique jusqu'aux frontières de la Chine. Et évidemment, cela permet, si on retourne cette perspective, cela permet de comprendre que l'on n'a pas une norme. C'est ce qu'on trouve dans le discours salafiste aujourd'hui. Il y aurait le modèle prophétique, et puis ça serait déformé, adapté dans les régions. En fait, le modèle prophétique, il est flou. Et il se précise à chaque fois qu'une situation nouvelle est à gérer et à chaque fois que dans l'Empire, on rencontre un problème particulier. On dit, pour les distributions de terres, qu'est-ce qu'on fait? À qui donne-t-on les terres? Une ville résiste, comment la traite-t-on une fois qu'on l'a conquise? Qu'est-ce qu'on fait des églises? Est-ce qu'on les détruit? Est-ce qu'on les conserve? Alors qu'ils ont résisté à la conquête. Ils ont accepté, au contraire, ils ont ouvert leurs portes. Comment traite-t-on les personnes qui, n'étant ni musulmans ni arabes, ont accueilli les conquérants arabo-musulmans? Et c'est donc à chaque fois, devant les épisodes, devant les événements, que on essaie de théoriser et de voir, oui, c'est comme ça qu'il faut gérer. Donc c'est une théorisation a posteriori, et de même pour le statut de la Dhimma en particulier, c'est un statut alors qui se fonde sur des traditions orales, qui se fonde sur une mémoire qui est reconstruite de manière permanente. On dit oui, le prophète a négocié avec les chrétiens de Najran, donc on peut négocier avec les chrétiens et leur donner un certain nombre de droits. Donc j'insiste sur cette dimension pour montrer qu'il y a une historicité du droit et une définition croissante du droit dans cet empire, mais qui se fait localement à chaque fois. Ce sont des situations locales. Alors comme les savants circulent, les armées circulent aussi, évidemment, il y a des influences mutuelles entre les différentes régions de cet empire. La grande réalisation de cette conquête arabe, c'est la création d'un marché à l'horizon étendu. Alors, les frontières ne disparaissent pas. Très rapidement, je vous ai dit qu'on est en 750. Dès 750, la péninsule ibérique est indépendante des autres régions de l'islam. Ce sont des émirs omeyyades qui prennent le pouvoir
alors que les califes omeyyades de Damas sont éliminés et massacrés par les Abbassides qui installent leur capitale à Bagdad. Donc il y a des divisions politiques, mais il y a un univers commun, une koiné qui se met en place entre ces différentes régions, avec un certain nombre d'institutions qui se mettent en place partout, et des normes qui se fixent progressivement, alors avec des mosquées, qui sont les centres d'enseignement et de diffusion du savoir, les marchés aussi, dans les villes. L'autre élément aussi qu'on peut noter sur cette carte, c'est que si cette conquête a été relativement facile, c'est qu'elle recouvre l'ancien domaine byzantin et romain. Les conquérants arabes conquièrent les villes du littoral, les plaines littorales, et ne rentrent pas dans l'intérieur des terres. Et donc le Maghreb central, le Maroc actuel, ne sont pas conquis par les conquérants arabes dans un premier temps, mais seulement les territoires qui avaient déjà été conquis par les Romains puis les Byzantins. Et c'est là aussi un des éléments majeurs, c'est que dans un débat, il y a un ouvrage célèbre de Pirenne, un historien belge, qui disait que la conquête musulmane avait coupé la Méditerranée en deux. Donc cette Méditerranée qui était unie à l'époque des empires romains et byzantins, où les marchandises s'échangeaient de part et d'autre de la Méditerranée sans problème, eh bien, avec l'intervention de l'islam et des Arabes, eh bien, il y aurait eu une rupture majeure. Donc c'est l'ouvrage qu'il a rédigé dans les années 30, Mahomet et Charlemagne. Et en fait, le problème, c'est que les historiens comme Hugh Kennedy ou comme Fred Donner montrent en fait que cet empire arabo-musulman qui se met en place hérite complètement du côté des Sassanides de pratiques sassanides qui vont influencer la cour centrale abbasside en particulier, et byzantine dans la partie occidentale de l'empire. En particulier, plusieurs éléments que relève Hugh Kennedy en particulier. D'une part, le fait que le système fiscal qui se met en place est un système fiscal qui est fondé, comme pour l'Empire byzantin, sur l'impôt foncier. L'impôt pèse sur les terres, et c'est donc ce que les sources arabes connaissent comme le kharaj. La péninsule arabique étant exemptée, mais l'Égypte, évidemment, terre nourricière, terre fertile, étant particulièrement riche, et l'impôt foncier prélevé en Égypte étant très important. D'autre part, il y a un système de gouverneurs envoyés depuis la capitale et qui sont rappelés régulièrement à la capitale, comme dans l'Empire byzantin. Et enfin, le système monétaire, qui est un système qui hérite des deux côtés, de l'Empire sassanide qui est à dominante argent, avec la drachme, qui devient le dirham, et l'Empire byzantin, qui est une monnaie, un domaine où domine l'or, avec le denarius, le dinar, qui devient le dinar, sans parler du follis de bronze, qui devient le fals. Donc il y a, d'un point de vue monétaire, d'un point de vue organisationnel de l'organisation provinciale, en particulier les premiers gouverneurs envoyés par les Omeyyades, c'est toujours Hugh Kennedy qui relève cet élément, sont comme les iudex provinciés de l'époque byzantine, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions militaires, ce sont eux qui dirigent l'armée, mais ils ont aussi des fonctions fiscales et des fonctions judiciaires. Ce sont eux qui jugent, et c'est ce que je vous disais à propos du droit qui se met en place à cette époque-là. Donc ils ont une multitude de fonctions comme ces grands gouverneurs de l'Empire byzantin. Donc, système monétaire, autre élément, dans la première diapositive de titre, il y avait une petite représentation d'un édifice de la mosquée des Omeyyades de Damas, qui est en mosaïque, où on voit une représentation d'arbres et puis de bâtiments, qui montre aussi que le premier art de cet empire arabe est un art byzantin.
les premiers fonctionnaires de l'Empire byzantin, en particulier quand la dynastie califale omeyyade s'installe à Damas en 660. Les fonctionnaires sont grecs, la langue de l'administration est le grec, les monnaies sont écrites en grec et les ordres sont envoyés en grec dans les provinces. Et il faut attendre la fin du 7e siècle, une réforme monétaire, donc une trentaine d'années, avec une réforme monétaire pour avoir une arabisation de l'administration et des monnaies de l'Empire. En 711, c'est la même chose qui se produit dans la péninsule ibérique. Les premières monnaies qui sont frappées en El-Andalus sont frappées en latin d'un côté, en arabe de l'autre. Et il faut attendre l'époque omeyyade pour qu'on ait des monnaies entièrement en arabe. Donc des éléments de continuité très grands avec les empires précédents qui expliquent que cet empire est réussi à perdurer et à se maintenir dans la région. Alors, je vais conclure rapidement sur le titre « Les conquêtes arabes » et jusqu'à l'Empire ottoman. Il se trouve que cette première phase d'expansion est celle qu'on peut qualifier d'arabe, en tout cas pour la toute première phase. Ensuite, ce sont les peuples non-arabes qui prennent la relève, et ça crée des problèmes, je vous l'ai dit, parce que quand ils sont convertis, les non-arabes ne comprennent pas qu'ils soient confinés à des fonctions subalternes et que les directions soient réservées aux Arabes, à la noblesse, à l'aristocratie arabe. Et la révolution abbasside en 750 est une de ces manifestations, entre autres, des clientèles, des Maoulas, des Mawali, qui se révoltent contre une direction trop arabe de l'Empire. L'autre élément qui m'a échappé, c'est que donc on a cette première période. Les expansions ultérieures avant l'Empire ottoman sont en fait le fait de peuples non arabes qui se convertissent, qui conquièrent le domaine, ce Dar el-Islam, cet empire, et qui, en vainquant, en étant victorieux, se convertissent à l'islam. C'est le cas des Turcs. C'est dès le Xe siècle, même avant, les Bouyides à Bagdad qui exercent le pouvoir. Et puis ensuite, au XIe, XIIe siècle, les Berbères. C'est au moment où les Berbères se convertissent à l'islam, avec les Almoravides et les Almohades, que ce domaine s'étend sur les territoires que ces tribus contrôlaient. Alors, je vais juste reprendre, pour finir, mon aide-mémoire, parce que j'ai l'impression que je voulais dire quelque chose d'autre qui m'échappe soudain. Ah oui, autre élément que j'ai oublié, mais que je rappelle juste avant de conclure, c'est qu'un des éléments aussi qui explique qu'il y a eu quelques résistances dans cette phase de conquête, mais les dirigeants arabes, quand ils s'installaient, épousaient en général les femmes des élites. Et donc cela crée des liens matrimoniaux entre les conquérants arabes et les élites locales. C'est quelque chose que l'on voit très tôt, mais que l'on voit aussi au Xe siècle. Je vous donne un exemple. C'est le très célèbre Hajeb, donc vizir El-Mansour, qui a mené en 26 ans, 52 expéditions de raids, de djihad au nord de la péninsule ibérique, prenant Barcelone, rasant Saint-Jacques-de-Compostelle et emportant les cloches de Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh bien, El-Mansour se marie avec Abda, la fille de Sanche II de Navarre, et il a un fils qui s'appelle Sanjoul, en arabe, Sanchuelo, le petit Sanche, qui meurt en 1009 parce qu'il veut devenir calife à la place du calife, le Sanjoul. Teresa, la fille de Bermude II de Léon, et Oneca, la fille de Garcia Ier de Castille. Donc en fait, il épouse, lors de noces successives, les filles des souverains, des différents souverains ou des différentes personnes qui comptent dans la péninsule ibérique à l'époque.
Évidemment, ces liens matrimoniaux, ça continue à l'époque des Almohades. Le roi de Navarre aussi se réfugie à la cour de Séville et donne des filles en noces aux souverains almohades. Donc ces liens matrimoniaux expliquent aussi qu'il y a des alliances. L'autre exemple que je pouvais donner, c'est les sources arabes parlent d'un comte Julien qui aurait en fait trahi le dernier roi visigothique et qui aurait ouvert les portes d'Al-Andalus aux troupes de Tariq ibn Ziyad. Il est vraisemblable en effet qu'il y avait des alliances entre l'aristocratie visigothique ou une partie de l'aristocratie visigothique et les conquérants arabes de l'époque. Ah oui, l'autre élément, c'était ça. C'était donc là, bon, c'était les différents termes dont j'ai pu parler, mais j'ai un peu oublié de développer. Juste une chose sur ce territoire qui se met en place, qui est dans une situation intermédiaire entre, d'une part, comme je l'ai indiqué, l'or du Ghana, la route de la soie, le monde, la Chine, l'Inde et la Méditerranée. Et puis l'océan Indien de notre côté. Thierry Bianchi étudie un peu cette économie et montre que c'est une économie de la pénurie. C'est-à-dire que, à la différence de ce qui commence à se passer avec l'économie de la Hanse hanséatique au XIIe siècle au nord de l'Europe, où on essaie de produire des tissus de manière massive, ce que recherchent les commerçants dans ce vaste espace qui est morcelé, où il y a des étapes et où les caravanes ne peuvent pas transporter énormément de marchandises, c'est des marchandises légères à haute valeur ajoutée. Donc les épices, les ouvrages d'art, l'artisanat de luxe qui constitue une part essentielle de ce grand commerce à l'époque de l'islam. Je passe sur ces différents éléments. Là, c'est la carte pour montrer comment, en fait, l'islamisation du sud du Maroc se fait par le biais de Berbères qui s'emparent du pouvoir et qui conquièrent au XIe siècle à la fois le Maroc et le sud de la péninsule ibérique. Une carte d'Al-Idrissi schématisée pour montrer comment, au XIIe siècle, les musulmans, les Arabes, voient le monde et ils le voient centré sur la péninsule arabique avec des aires concentriques. Cette carte ne représente pas que l'espace, parce qu'ils ont des planisphères, hein, donc ils savent que la Terre est ronde. Elle représente le temps aussi, puisque la Kaaba est la maison d'Abraham, premier lieu créé sur Terre par Dieu. Et vous avez la muraille du côté de la Chine, mais qui n'est pas la muraille de Chine, qui est la muraille qui détient les démons Gog et Magog, qui, au moment de la fin des temps, se répandront sur Terre au moment de la lutte finale entre les forces du bien et du mal. C'est donc une vision du monde qui est représentée sur cette carte, depuis les origines, au centre, jusqu'à la périphérie et la fin des temps à l'extérieur. Donc c'est une représentation symbolique de l'espace et du temps tel que qu'on le concevait un géographe qui était au service des rois normands de Sicile par ailleurs. Enfin, le dernier point, c'était pour essayer de comprendre, c'est une carte que j'avais faite aussi pour un manuel. À l'époque, je voulais montrer que l'islam n'était pas simple, qu'il était complexe. Et d'autre part, je voulais montrer qu'on ne pouvait pas réduire les choses à la religion. Et du coup, je suis arrivé à une carte un peu statique sur les structures linguistiques et anthropologiques, en montrant qu'en fait, ce domaine de l'islam, ce croissant qui va du Maghreb jusqu'à l'Asie centrale, est celui de la steppe et du désert, avec des structures anthropologiques similaires, c'est-à-dire des systèmes familiaux où domine l'endogamie, c'est-à-dire qu'on épouse de manière préférentielle la cousine germaine pour un homme, et donc avec un partage des biens à l'intérieur de la famille. Ces sociétés que Germaine Tillon a décrit comme la société du harem et des cousins, et qui contrastent évidemment avec les sociétés du nord du bassin méditerranéen, qui sont des sociétés exogamiques. Vous savez que Rome, la fondation de Rome et l'enlèvement des Sabines est le mythe exogamique même, c'est-à-dire que dans une société d'hommes, on va chercher les femmes à l'extérieur.
dans ces sociétés du désert, berbères, arabes, turcs, iraniens, on garde les familles. On garde les femmes, pardon, comme un trésor. On ne les donne pas à l'étranger. Et vous voyez bien ce que je vous ai dit sur les épousailles, les nombreuses épousailles d'El Mansour. Il épouse les filles de reines et de rois, mais jamais un calife abbasside ne va donner ses filles à des étrangers. C'est quelque chose qui est inconcevable. Évidemment, on a là, du coup, et je regrette pas cette carte, mais on a là du coup une image un peu fixiste, essentialiste, qui justifierait par l'anthropologie l'ère de diffusion historique de l'islam, alors que en fait les choses, par exemple, comme l'a bien montré Pierre Guichard pour la péninsule ibérique, on peut avoir des modifications, et on a dans la péninsule ibérique, entre le 8e et le 15e siècle, des structures endogamiques qui se mettent en place. J'arrête là et je vous laisse poser des questions si vous en avez. Merci. Est-ce qu'on peut avoir le diapo où vous aviez les définitions des mots que vous... Voilà, ça c'est... Alors, l'impôt foncier, le kharaj, la jizya et l'impôt qui est mis en place, c'est une capitation, alors à la différence de l'impôt foncier qui est mis sur les non-musulmans. Et il se trouve que cet impôt est prélevé collectivement, c'est-à-dire que ce sont les rabbins et les prêtres qui sont chargés de lever l'impôt sur leurs coreligionnaires et de les reverser au trésor, au Beit el-Mal, au trésor public. D'autre part, je ne vous ai pas mentionné ces différentes batailles, mais un des éléments qui fait qu'on arrive à cette situation, de cette carte verte que je vous ai montrée, c'est qu'il y a, et il faut attendre l'Empire ottoman pour que ça change, c'est qu'il y a la volonté très claire des Omeyyades, puis des Abbassides, des Omeyyades d'abord, de conquérir Constantinople. Constantinople est quelque chose, une ville qui les fait rêver. Il se trouve qu'ils échouent plusieurs fois, ils assiègent la ville maritimement, et Constantinople est très bien protégée, ils n'arrivent pas à la conquérir. Et du coup, la frontière se fixe en Anatolie pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que les Turcs commencent à arriver au 10e, 11e, 12e siècle. Par ailleurs, je vous ai parlé de cette steppe qui exporte. Les migrations de peuples mongols et turco-mongols procèdent de la même logique. 732, bon, la bataille de Poitiers, qui, là encore une fois, il y a beaucoup de débats. Hein. C'est une bataille qui a été construite, qui a été mythifiée du côté carolingien. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Alors, apparemment, c'était encore une guerre d'expansion, mais peut-être que c'était qu'un raid. Il y a eu des raids qui ont été faits jusqu'à Autun en particulier. Donc, c'est peut-être pas la bataille aussi importante que l'on a imaginé. C'est peut-être un raid de reconnaissance, mais en attendant, c'est un raid de reconnaissance qui échoue et qui met un point d'arrêt à l'expansion dans le sud de la Gaule. Et la bataille du Talas, fondamentale, la tradition musulmane nous dit que c'est là qu'auraient été capturés des Chinois papetiers qui seraient allés à Bagdad et qui auraient donc introduit la technique du papier. Cette technique est révolutionnaire. Hein, à partir du 8e siècle, le papier se diffuse dans le monde musulman, et les auteurs, à partir du 9e siècle, écrivent des milliers de pages. Hein. Le moindre auteur musulman, arabo-musulman ou persan du 8e, 9e siècle, et qui 5-6 volumes de 3 4 000, 5 000 pages, alors qu'il faut attendre le 12e siècle, le 13e siècle, pour que ce papier soit introduit dans l'Occident latin, où on écrit à l'économie sur du parchemin qui coûte très cher, et il faut attendre saint Thomas d'Aquin pour avoir des grandes sommes de ce type-là. Donc il y a un rapport à l'écrit qui est totalement différent dans le monde musulman, et qui est un rapport on a un support bon marché qu'on fabrique industriellement, et ça permet d'écrire beaucoup. Courte. C'est une question un petit peu sur les nombres.
Vous avez évoqué en fait le cas donc, de l'invasion de la péninsule ibérique avec les 1000 et les 11 000 ou 1000 et 12 000. Et vous avez parlé aussi de la question de l'exportation, entre guillemets, depuis l'Arabie saoudite, de surcroît de population par rapport à la capacité, je suppose, du territoire. De façon générale, la conquête, elle est faite avec quels ordres de grandeur? Comment est-ce qu'on peut les comparer par rapport, j'en sais rien, moi, à la population de l'Arabie saoudite, si on la connaît à l'époque, enfin de la péninsule, pardon, ou l'armée d'Alexandre? Alors, ce sont des choses qui sont très difficiles à évaluer. On considère que au Xe siècle, le sud de la Méditerranée, donc l'islam, de manière générale, de la péninsule ibérique jusqu'à compte 20 millions d'habitants, et le nord de la Méditerranée, 10 millions, ou 20 millions aussi, mais 10 millions pour l'Occident latin et 10 millions pour l'Empire byzantin. Et donc il y a un rapport à peu près égal, mais une faiblesse démographique du nord du bassin méditerranéen. Et au XIIIe, XIVe siècle, après les grandes pestes, le rapport est inversé. Il y a 40 millions d'habitants au nord et 20 millions au sud. Alors, les grandes villes, je vais vous répondre par touche. On considère que la ville de Bagdad, au moment de son apogée, compte, et vous allez voir les fourchettes, entre 500 000 et 1 million d'habitants. Cordoue, ça serait entre 300 et 500 000. Alors on a des chiffres très élevés et puis des chiffres... Cordoue, au Xe siècle, c'est la plus grande ville de l'Occident latin, de loin. Rome doit faire 20 000, 30 000 habitants à l'époque. Hein. Donc c'est un rapport de 1 à 10 pour ces concentrations urbaines. Le Caire a des maisons à étages, par exemple, hein, jusqu'à 5 étages dans les villes. Ça, c'est pour vous donner quelques éléments démographiques. Après, encore une fois, on est tributaire de sources qui nous donnent des chiffres souvent complètement farfelus sur les expéditions militaires. Alors, je vais vous en donner pour le XIIe siècle. À la bataille de Las Navas de Tolosa, il y aurait eu 200 000 hommes du côté almohade. 200 000 hommes. Alors, les chercheurs comme Avezouach, qui travaillent sur la guerre au Proche-Orient, considèrent qu'une grande bataille, c'est 5 000 hommes. 5 000 hommes, c'est vraiment beaucoup. Les très grandes rencontres, il y a eu 12 000 hommes. Alors, combien à cheval, mais en calculant alors sur la quantité de grains que mange un cheval, d'eau qu'il boit, parce que pour déplacer ses armées, à Ain Jalut en particulier, où on a des Mongols et puis on a des troupes, ce sont de très grandes batailles, mais on a 12 000, 15 000 combattants de chaque côté, armés, cuirassés. C'est très difficile à savoir. Alors, l'autre élément aussi, c'est que les tribus, et là je vais revenir à un peu des thématiques khaldoudiennes, les tribus sont tournées vers la guerre. Hein. Elles protègent leur cheptel, leurs troupeaux, elles protègent leurs femmes, protègent un territoire et elles se déplacent et elles sont tournées dans la défense vis-à-vis des autres groupes. Il se trouve que dès l'époque anté-islamique, et c'est repris dans la notion de djihad, il y a une pratique qu'on appelle le takhalluf, qui est qu'un homme peut subvenir aux besoins d'un homme armé. Donc on envoie un homme, un membre de la famille, et celui qui reste s'occupe de gérer les 2 maisonnées et de travailler, de commercer et de partager les biens. Et celui qui part, son butin, la moitié revient à celui qui reste. Le djihad, c'est un peu le même principe tel qu'il est théorisé progressivement. C'est que ce n'est pas un fard ayn. Le fard ayn, c'est l'obligation individuelle. C'est une obligation collective. Donc il suffit que certaines personnes soit se chargent du djihad pour que toutes les autres en soient dispensées. Il se trouve que Ibn Khaldoun, quand il théorise la cité et l'État, considère que le summum ou l'objectif de la civilisation, c'est le désarmement total. Hein, la cité désarme les tribus
et exportent la guerre, et chargent en fait des esclaves ou des étrangers de faire la guerre. C'est ce que font les Omeyyades. Hein. À partir du moment où ils emploient des Berbères ou des Persans, ils se retirent de la guerre, ils la dirigent. C'est une administration civile qui dirige des militaires et ils se désarment en fait, et évidemment s'offrant, se trouvant du coup à la merci de ces élites guerrières qu'ils embauchent et qu'ils paient. Ce qui fait que les califes abbassides, très tôt, ont été sous la coupe de leurs émirs militaires, de leurs chefs militaires. C'est le cas aussi dans l'Occident, où dès lors qu'on a des armées d'esclaves qui sont très bien payées, qui deviennent libres, les Mamelouks sont des esclaves, qui deviennent libres par les armes, ils ont des prétentions à exercer le pouvoir. Le centre des villes est désarmé, et tous les juges, les oulémas qui écrivent condamnent la présence d'armes à l'intérieur de la ville. Donc il y a un désarmement de la société, mais qui du coup est victime promise à n'importe quel groupe de la périphérie qui arrive avec ses armes. C'est le cas des tribus berbères quand elles prennent le pouvoir. C'est le cas aussi, on a un exemple à l'époque, c'est l'époque, je donne des exemples qui viennent souvent de la même période et du même cadre. Dans la péninsule ibérique, en 1124, on a Alphonse Ier, le batailleur d'Aragon, qui passe 3 ans en El-Andalus. Donc on est en plein émirat almoravide, un émirat très grand. 3 ans, il passe de ville en ville, il assiège, il récolte, il ramasse tout ce qu'il trouve aux alentours et il ne rencontre aucune opposition. Les garnisons de ville ne sont pas prêtes à affronter il devait être 2000, 3000 avec ses troupes de cavaliers. Voilà. Donc c'est vous dire qu'on exporte le métier des armes et on l'organise, c'est-à-dire qu'on fait venir des enfants jeunes, des Slaves, c'est ce qu'on appelle les esclavons, Sakraliba, d'Europe centrale, de Turquie, des steppes d'Asie centrale, qu'on fait venir, qu'on islamise, si on veut. Enfin, ils sont éduqués dans l'islam, et qui ensuite accèdent par le métier des armes au pouvoir. C'est le cas de l'Égypte mamelouk du XIIIe au XVe siècle. Désolé de ne pas vous donner le chiffre exact. Merci. Pour rebondir sur votre dernier propos, est-ce qu'il n'y avait pas eu des rivalités, vous avez cité tout à l'heure des chiffres, effectivement, entre les combattants donc, qui partaient du Maghreb, notamment Tariq ibn Ziyad, je crois qu'il avait maille à partir avec Ibn Nusayr. Il me semble-t-il qu'il avait été même convoqué. Pouvez-vous nous donner quelques peut-être précisions sur cet aspect? Alors là encore une fois, on est dans des épisodes qui ne sont connus que par des sources postérieures, engagées, partiales. Donc il faut évidemment se méfier de Tariq ibn Ziyad et de ce mythe du conquérant, et en effet qui conquiert donc assez rapidement Cordoue puis Tolède, et qui est rappelé par Moussa ibn Nusayr qui craint un rival en raison de ses succès militaires. Il se trouve que à l'époque le gouvernorat c'est Kérouan. Donc le gouverneur est en Ifriqiya, dans Tunisie actuelle, et c'est lui qui gouverne toute la région. Et à partir du moment où donc il y a des razzias qui sont lancés dans la péninsule ibérique, au début ce sont des razzias. Et en fait, Tariq ibn Ziyad, lui, conquiert et instaure un pouvoir. Mais on voit là encore, et c'est un maoula, donc c'est un client de Moussa, l'émir, le gouverneur omeyyade. Alors, encore une fois, des exemples comme ça, les gouverneurs du Maghreb omeyyades ont aussi été rappelés par les califes omeyyades, qui, Rokhma ibn Nafer, par exemple, régulièrement revenaient à Damas parce qu'on ne voulait pas qu'ils deviennent indépendants dans les provinces. Il faut imaginer quand même la taille de cet empire. Il faut 2 mois, 3 mois pour rejoindre la capitale. Les informations, c'est 2 mois, 3 mois. Alors, on met en place des systèmes pour favoriser les communications, les pigeons voyageurs qui ont été étudiés, les relais de poste, le barid à l'époque abbasside, et à l'époque de l'Empire ottoman, la poste, ça va devenir quelque chose de très important. Mais c'est le problème de la gestion d'un empire immense. L'information, le temps qu'arrive l'information,
la personne qui l'a envoyé est probablement déjà morte. Et en même temps, c'est un territoire où il y a un apport, un flux incessant d'informations, parce que les gens se déplacent pour le pèlerinage. Et vous voyez, je crois qu'on évalue mal l'impact de la technique sur la religion. À l'époque, pour faire le pèlerinage, quand on est un Maghrébin ou un Andalou, 6 mois. En général, on part 5 ans, parce qu'on s'arrête dans chaque mosquée, dans chaque province où il y a des grands savants pour apprendre. On y va, on y reste, on commerce, on en profite parce qu'on nous dit qu'il y a un endroit où il y a de bonnes marchandises, un peu en Inde, et on revient ensuite. Et on revient, bon, alors en effet, ça peut prendre 6 mois. C'est rare qu'on fasse juste un aller-retour comme ça. En général, ça prend quelques années. Et les grands fondateurs de mouvements au Maghreb, de mouvements religieux, sont partis plusieurs années. Ça prend 3, 4, 5 ans. Et on fonde une famille entre-temps. Évidemment, on fonde une famille. Parfois, on en fonde plusieurs et on les ramène ou pas. Enfin bon, c'est en effet. Et on recueille des nisbas aussi, surtout. Hein. Je veux dire, on est d'Alexandrie, on est du Caire, on est de... Bon. Et on revient avec un savoir. Donc, il y a les pèlerins. Il y a les commerçants, mais c'est souvent les mêmes, hein, qui sont en permanence en train de passer d'un endroit à l'autre, de chercher les meilleurs produits et les meilleurs taux. Et c'est nécessaire d'avoir des informations précises. Et donc, on a des géographes, des espions. Hein. Les géographes, la grande école de géographie, à partir du 9e siècle, 10e siècle, qu'André Miquel a étudié en 4 volumes, la géographie humaine du monde musulman, ce sont des savants qui sont aussi des missionnaires chiites, souvent, et qui décrivent le monde musulman avec les relais d'étapes, les produits, et qui sont en train de construire ce monde musulman, enfin les représentations. Ce qui fait qu'un oriental va avoir des indications sur ce qu'on peut trouver en Occident et vice-versa. Je vous ai dit qu'il y a le papier. C'est fondamental pour comprendre cette littérature de géographie aussi. C'est qu'on peut écrire des milliers de pages pour décrire telle bourgade. Et pour l'historien, quand il prend ces textes, c'est évidemment merveilleux parce qu'on a des... Alors c'est souvent des textes qui ont été écrits, réécrits, repris, on copie ce qu'a raconté, où on a aussi des témoignages oui dire. Donc il y a un flux incessant de personnes qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre 2 ans, d'envoyer quelqu'un en Orient pour avoir une information qu'il revienne. Il y a une roue sans arrêt de personnes qui vont d'un endroit à l'autre. Mais il n'empêche que pour l'exercice du pouvoir, eh bien, le contrôle est assez difficile. Et les premières provinces envoient le produit de l'impôt à Bagdad, à Damas d'abord, puis à Bagdad. Donc, très rapidement, les gouverneurs utilisent l'argent qu'ils prélèvent localement pour l'entretien de leurs armées locales, la construction de leurs palais, la construction des mosquées, la création des relais de poste, et n'envoient plus rien au centre. Ce qui fait qu'on a une gestion très délocalisée, très souple, avec des indépendances et un rapport qui est souple à l'égard de l'autorité. On ne peut pas voir ça comme étant un quadrillage du territoire, et c'est ce qui assure aussi sa pérennité, hein, c'est ce qui assure que ça dure longtemps. C'est qu'on ne contrôle pas chaque individu dans sa maison. Et qu'on peut avoir des ministres chiites d'un calife sunnite où les appartenances religieuses sont importantes, mais pas fondamentales. S'il vous plaît, vous faisiez la comparaison avec la Hanse, mais au fond, pourquoi vous dites donc qu'ils prenaient des choses légères à forte valeur ajoutée, mais ils auraient pu, comme la Hanse, utiliser des bateaux et donc avoir des marchandises lourdes. Alors, ils ont utilisé des bateaux. Il y a une très grande, contrairement à ce qu'a écrit, je ne sais plus si c'est... Oui, je ne retrouve plus son nom, mais ils ont une marine, donc en particulier dans l'océan Indien, il y a énormément de navigateurs. Pour ça que tous les instruments, j'avais une diapositive là-dessus où on voyait un astrolabe, mais le développement de l'astronomie s'explique d'une part pour la définition des directions de prière, les fixations des dates de début de Ramadan, etc., mais aussi pour la navigation hauturière. Donc ça, c'est un élément important et qui, dans l'océan Indien, donc il y a une très grande marine. Il y a des flottes importantes aussi au Maghreb,
partir du XIIe, XIIIe siècle, ces flottes disparaissent et la Méditerranée est une Méditerranée italienne. Et les flottes disparaissent. Et il y a des raisons. Alors, il y a un certain nombre de raisons à cela, même si on le mesure mal. Il y a probablement une déforestation, des changements climatiques qui font qu'il n'y a pas suffisamment de bois au sud de la Méditerranée et en Orient pour fabriquer une marine renouvelée en permanence. Ce qui fait que les navires sont des petits navires en général, ne sont pas des grands navires. Et d'autre part, ça pose un problème aussi pour forger les armes, puisqu'il faut beaucoup de charbon de bois pour la métallurgie. Et là, encore une fois, c'est des éléments techniques qui font qu'il y a, au moment où la métallurgie se développe et où les navires italiens envahissent la Méditerranée au XIIe, XIe, XIIe, XIIIe siècle, eh bien, il y a une pénurie de bois de l'autre côté de la Méditerranée. Peut-être avec des politiques, les Almohades ont probablement joué un rôle très important dans cette déforestation du Maghreb. Même s'il y a des arbres, mais pas suffisamment, pas d'essence suffisamment adaptée pour la construction de ces navires. Donc il y a des flottes, mais bon, il y a encore une fois, on ne passe pas de la Méditerranée à l'océan Indien, donc il y a des ruptures de charge. Et puis c'est quand même aussi un monde, tout le Moyen-Orient, et la route de la soie, c'est une route de caravane. Donc il y a, mais pas de la même manière. Et ensuite, oui. Donc, et encore une fois, c'est un choix qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux techniques et aux conditions dans lesquelles on vit. Donc oui, ils auraient pu, probablement, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y avait des choses plus rentables. Il est plus rentable de porter 5 kilos de safran que de trimballer 250 kilos de laine ou de tissu. Sauf quand c'est de la soie. Parce que là, on va nourrir les palais et on va payer très cher. Donc, on va en transporter 50, 100 kilos, 200 kilos, mais on sera payé pour. Avec les risques. Les risques sont pris en compte aussi pour ce genre de trajet qui dure plusieurs mois. Donc voilà, c'est des choix qui sont faits, qui sont empiriques, intuitifs, qui sont fondés sur l'expérience. Oui. De fabriquer sur place de la soie ou des tissus en laine et tout n'a jamais été pris. Il n'y a jamais eu Mais parce que ça aussi, c'est important. Oui, aller chercher l'information, comme le papier. Après, ils ont produit sur place, mais ils auraient pu aussi faire cela avec d'autres... Oui, alors on ne peut pas faire tout artisanat n'importe où, mais il y a donc des artisanats qui sont valorisés. L'artisanat du papier est quelque chose qui est valorisé, qui est utile. Il y a un culte du savoir, de la transmission du savoir qui est important. Et de l'écriture, à partir du moment, ce sont des choses qui se développent à peu près simultanément aussi, hein, c'est à partir du moment où on a des tissus, des tissus de laine qui arrivent sur le marché de manière massive, on ne voit pas l'utilité d'en fabriquer soi-même, alors qu'on en a et qu'on peut leur donner en échange d'autres éléments. Donc ce sont des choses qui se mettent en place... Vous avez parlé des Berbères et des Perses qui allaient faire la guerre à la place des Arabes. Quid des Turcs? Alors, les Turcs, à l'époque, ils sont pas là. Alors, en 750, l'ère d'expansion, c'est d'un côté l'Empire byzantin, ce sont des Byzantins, et les Sassanides, ce sont des Persans. Des Persans. Et donc, les Byzantins ont fait la guerre aussi ou non? Alors, les Byzantins, Damas est une capitale byzantine sous les Omeyyades, hein, donc ils deviennent fonctionnaires de l'armée. Il y a probablement des Byzantins qui sont passés dans l'armée omeyyade et qui se sont convertis ou pas à l'islam. Ça reste anecdotique, justement parce que de toute façon, l'ennemi est là. C'est-à-dire les Roums sont là à 50-100 kilomètres. Les Turcs, c'est totalement différent. Les Berbères, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'empire. Au moment de la conquête musulmane, il y a des tribus éparses.
qui fondent des petites principautés. On a un certain nombre de principautés berbères qui se mettent en place, kharidjites, ibadites, chiites, qui se mettent en place à partir à la fin du 7e et au 8e, 9e siècle. Mais il n'y a pas l'Empire, il n'y a pas la mémoire de l'Empire. Là, on a les Roums, on a l'Empire byzantin qui est là. Donc, certains passent au service des Omeyyades de Damas et y restent, et d'autres partent de l'autre côté de la frontière. Pour les Persans, tout l'Empire sassanide est conquis. Donc là, évidemment, ils passent tous au service tous les savants, les fonctionnaires de l'État passent au service du nouvel empire, du califat abbasside. Et ensuite, pour les Turcs, c'est différent. Les Turcs, ils arrivent à partir du 8e siècle. Ils commencent à arriver, ils sont embauchés comme militaires et ils envahissent progressivement le domaine militaire, les fonctions militaires du califat abbasside. Ils ont un très grand pouvoir. Et puis progressivement, à partir du 10e, 11e siècle, ce sont des vagues successives de Turcs qui arrivent, plus ou moins islamisés, et puis qui s'islamisent profondément quand ils s'installent en Anatolie, en particulier, au nord de la Syrie, et au moment des croisades en particulier. C'est le moment où il y a un très fort... ce sont les Turcs qui font le djihad contre les croisés. Et mon autre question, c'est... Les Kurdes aussi, hein, avec Saladin, Oui. qui est kurde, oui. Et l'autre question, c'est pourquoi il y a autant de temps pour que le papier passe de l'empire arabo-musulman jusqu'à l'Occident, parce que vous avez parlé donc. C'est la même question. Pourquoi ils ne fabriquent pas eux-mêmes? Il y a, encore une fois, ça touche à des éléments. Comment dire? Pourquoi certains sont passés au téléphone portable dès qu'un téléphone portable est sorti, et d'autres disent « moi, jamais ». Et ils attendent 20 ans avant d'avoir leur premier téléphone portable. Pourquoi l'imprimerie? L'imprimerie dans l'Occident, en Occident latin, elle apparaît au XVe siècle. Dans le monde musulman, on a une culture du travail bien fait. Il est hors de question de passer par une machine pour écrire quelque chose qu'on fait bien. Donc on a une abondante main-d'œuvre qui sait bien écrire. On continue à écrire parce qu'un livre, ça se copie, ça se lit, ça se copie, ça se recopie. Et l'imprimerie arrive dans le monde musulman à la fin du 19e siècle, 20e siècle. Mais on a une telle main-d'œuvre de gens qui savent lire et écrire qu'on n'a pas besoin. Ça n'apparaît pas comme un progrès phénoménal. Ça l'est. C'est une autre des révolutions. Le papier, c'est une révolution. L'écriture, c'est une révolution. Le papier, c'est une autre révolution. Les latins, les moines, ils n'en ont rien à faire. Ils ont du parchemin. Ils n'ont aucun intérêt à ce que les paysans sachent lire. Ils n'ont pas dans l'idée que le savoir est à diffuser, à être le plus répandu possible. Au contraire, il ne vaut mieux pas. Et ensuite, il y a une autre révolution, c'est la révolution de l'imprimerie. Mais ça, dans le monde musulman, ce n'est pas nécessaire. Et quand ça arrive, puis il y a Internet, c'est comme les chemins de fer. Il n'y a pas beaucoup de chemins de fer dans les pays, mais ils sont passés à l'avion directement. Enfin, donc vous voyez, il y a des révolutions qu'on fait, d'autres qu'on ne fait pas. Et ça a des conséquences majeures sur l'organisation sociale, sur l'organisation des métiers, sur la pensée politique, sur... Aujourd'hui, aller en charter, faire son pèlerinage... c'est pas la même chose que partir 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Hein, ça n'a pas le même engagement personnel. Là, on se trouve plus dans des formes de tourisme religieux, mais comme à Lourdes. Hein, à Lourdes, qui accueille plus, je le rappelle encore, plus de pèlerins à Lourdes qu'à la Mecque. Mais bon, qui accueille une noria de charter pour le pèlerinage. Oui, pour une bonne raison, c'est qu'à la Mecque, le pèlerinage, il a lieu pendant 10 jours dans l'année. Donc il y a 2 millions, ils veulent passer à 10 millions, je crois. À l'horizon 2020, ils veulent pouvoir accueillir 10 millions de pèlerins par année. Mais donc il y a un autre pèlerinage qui est la Umrah, qui peut se faire tout au long de l'année. Et ça, c'est surtout des Saoudiens qui le font, ou bien des gens qui viennent pour commercer qui le font. Mais 2-3 millions au moment du pèlerinage. À Lourdes, c'est la noria incessante. Je ne peux pas vous dire. 10 millions 5 millions J'en sais rien, je ne sais pas.
C'est des charters. Encore une fois, mais on est dans la logique du charter, hein, donc du tourisme religieux. C'est pas du tout la même optique que le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et évidemment, ça a des conséquences sur la manière de croire, sur la manière de penser sa religion. Hein. On a un rapport du coup consumériste, il y a un rapport d'émulation, un rapport financier, tout change. La religion change.